Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes consacrées à la scolarité et à l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On y va pour le sommaire de cette nouvelle émission. Le Mag qui fait un stop aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. On s'intéresse pendant cette demi-heure aux actions éducatives de cette région. Comment accompagner au mieux notamment les lycéens, comment optimiser leur environnement. Éléments de réponse avec notre invité dans un instant. Des jeunes bien formés, c'est bien. Des jeunes avec un travail, eh bien c'est encore mieux. Un gros focus dans ce Mag sur la dimension orientation. Et vous allez voir que c'est une priorité véritablement en Nouvelle-Aquitaine. Il y aura une loupe, la loupe c'est avec Alix. Et on reste en Nouvelle-Aquitaine. Je vous parle d'un programme qui s'appelle FEM et qui accompagne les mères isolées dans leur retour à l'emploi. F-E-M-M. Oui, tout à fait. FEM. On voit ça. Bonjour Jean-Louis Nambrini. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Tout va bien? Tout va très bien. Toujours un plaisir de revenir sur Paris. C'est très agréable, mais on est heureux quand on repart sur Bordeaux. En Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine, vice-président, l'heureux vice-président, on l'aura compris, du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge de l'éducation, de l'orientation et bien évidemment de la jeunesse. Alors la région, on le rappelle, a en charge notamment la construction, l'entretien, l'équipement et le fonctionnement des lycées publics. Combien de lycées publics au final? 296. 296, j'ai vu que ça représentait plus de 4 millions de mètres carrés construits. Oui, 4 200 000 mètres carrés. Et en période de pluie, c'est un souci. Oh, pourquoi? Parce qu'avec une telle surface, un tel patrimoine, il y a toujours de petits accidents. Or, on voit beaucoup les accidents et pas assez les 4 100 000 qui ne fuient jamais. Ouais. Quelles sont les particularités, pour ceux qui ne connaissent pas, de cette région Nouvelle-Aquitaine? C'est une région très vaste, d'abord. Je crois que c'est la plus vaste de France. Extrêmement contrastée, une façade atlantique qui attire beaucoup. On le comprend. La Rochelle, Bordeaux, Biarritz. Et puis un intérieur qui est très dynamique, mais pour lequel il y a des espaces qui méritent beaucoup d'attention, avec des pertes de population et un vieillissement de la population. Et pourtant de la jeunesse dont il faut s'occuper. Donc une certaine disparité sur, puisque vous l'avez dit, c'est une vaste région, beaucoup de disparités. Beaucoup de disparités territoriales. D'accord. Voilà. Et avec, je vous disais, un vieillissement de la population, une émigration ancienne sur certains territoires, qui furent des centres. Quand on parle d'Aubusson, par exemple, dans la Creuse, Aubusson, ça parle à tout le monde. La tapisserie d'Aubusson, c'était au XVIIe siècle, c'était un des cœurs artisanal de la créativité de la France. Et aujourd'hui, c'est en milieu rural. Il reste évidemment un musée, une cité nationale très importante. Un petit village de la Creuse, Felletin, qui fut le village des maçons de la Creuse. Les maçons de la Creuse, c'est le Paris d'Haussmann. C'est eux qui l'ont bâti. Et sur ces territoires-là, il y a une histoire extrêmement riche de la volonté d'exister encore aujourd'hui, mais on a besoin, pour permettre cette expression, pour permettre cette initiative de s'exprimer, on a besoin de l'appui des pouvoirs publics. C'est-à-dire que c'est le travail de la région. Presque ancestral, il est en danger aujourd'hui? Il n'est pas en danger. Et il est en danger si on ne l'adapte pas aux conditions d'aujourd'hui. Et ce savoir-faire dont vous parlez, il faut aussi des formations? Oui, bien sûr. Il faut des formations. Il faut que les formations restent sur les territoires. On ne peut pas gérer un espace éducatif exclusivement à l'œil rivé sur la courbe démographique. Parce que sinon, la démographie scolaire diminue, la capacité de formation diminue, on enlève des professeurs au fur et à mesure que ça décline. Mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Et c'est un peu ce qu'on fait, je citais l'exemple de Felletin, en Creuse, mais à la Souterraine également, où on a des lycées, là, que grâce à l'investissement massif de la région. À Felletin, la région va investir 46 millions d'euros dans un établissement qui a perdu la moitié de ses élèves en 10 ans. Cherchez l'erreur, je dirais. Nous, c'est l'inverse. Ce qu'on veut, c'est investir pour attirer à nouveau de la jeunesse. Vous ne voyez pas le coup, vous le voyez, encore une fois, c'est un investissement. C'est un investissement.
c'est pas le coût. Évidemment, c'est un investissement. Parce que sinon, il n'y aura plus d'élèves dans tous les domaines de la construction. Évidemment, on est ici dans la cité du numérique, hein, mais le numérique est très important dans la construction aujourd'hui. Bien sûr, il se marie parfaitement avec la construction. Évidemment, et la rénovation également. Au moment de l'incendie de Notre-Dame, le lycée s'est mobilisé. Autrement dit, on redonne par une attention à ces territoires, en se fondant sur leur histoire, sur leur excellence, on leur redonne un avenir. Comment il s'est mobilisé? Vous parlez justement de cette mobilisation du lycée pendant l'incendie de Notre-Dame. Et on voit, on n'y croyait même pas, effectivement, cette prouesse technique, technologique et aussi manuelle, effectivement, pour redonner vie à Notre-Dame en aussi peu de temps. C'est le travail des pouvoirs publics. Et le jour de l'incendie de Notre-Dame, le président Rousset, votre serviteur aussi... Je peux vous dire, j'étais à l'antenne jusqu'à 3h du matin, je m'en souviens bien. Voilà, et nous a dit, bon, allez, mobilisons toutes les compétences de cette région. Nous avons les forêts, nous avons tous les bois, nous avons les compagnons, etc. Et nous avons très vite décidé de construire à Felletin les premiers éléments de la nouvelle charpente de Notre-Dame et une maquette de Notre-Dame. C'est-à-dire qu'à ceux qui disaient que c'était impossible de reconstruire dans si peu de temps, vous disiez non, on sait le faire, on va le faire. Nous disions, nous avons des entreprises, il y a du potentiel, il y a du savoir-faire, tout est possible. Et la région s'est mobilisée. Évidemment, il n'y a pas que nous, évidemment. Mais singulièrement, il y a cette vision positive de l'avenir dans l'adversité. Et la situation démographique, ne doit pas être un argument. Elle ne peut pas être un argument. Il y a des populations qui ont du dynamisme et de la créativité, il faut les soutenir. Jean-Louis Lambruni, vous avez commencé effectivement votre propos en parlant de la diversité effectivement de votre territoire, effectivement très vaste la Nouvelle-Aquitaine. Comment on construit un projet régional? On commence par où et on priorise quoi? Alors, sur le plan éducatif. Alors, sur le plan éducatif, vous savez, il faut, comme toujours, il faut pas rentrer par nos compétences. Vous les avez citées. Nos compétences, c'est bâtir des murs, les rénover, les toitures, les équipements. Mais une politique éducative, elle repose sur d'autres choses. Chez nous, c'est l'ascenseur social, la lutte contre le décrochage, la lutte contre l'isolement. Bref, c'est une politique éducative qui doit venir en complément de la politique de l'État, bien sûr. Et j'ai la faiblesse de dire que l'État peut atteindre les objectifs qu'il se fixe grâce aux investissements territoriaux, singulièrement ceux que nous construisons, ce que nous faisons en Nouvelle-Aquitaine. Il n'y a pas de réunion avec le président quand nous parlons éducation où on se dit mais alors, et l'ascenseur social, et le décrochage, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les moyens que nous mettons? Et ça marque une politique territoriale. Ça, c'est extrêmement important. Comment on monitore les résultats? Comment on se dit, tiens, on va se fixer tant de points d'étape et comment on évalue ces politiques? Alors, parce qu'on investit, comme on le disait au début, on investit, mais comment on se rend compte qu'il y a un retour sur investissement? Bien sûr, il faut pouvoir évaluer. C'est pas le plus facile, parce que une politique éducative, elle s'apprécie 10 ans après. Bien sûr. Hein? Mais voyez-vous, vous m'avez interrogé sur le nombre de nos lycées, 296. Sur ces 296 lycées, il y en a un grand nombre qui sont menacés par la crise démographique. Autrement dit, si on n'a pas une politique éducative qui leur donne un avenir, qui le pense de loin, non seulement en matière d'investissement, mais en matière de carte des formations, dans 5 ans, 10 ans, ils fermeront. Et quand dans un territoire, après la disparition des commerces, la disparition du médecin, vous faites disparaître l'éducation, qu'est-ce qu'il reste pour les populations? Rien. Donc, il faut travailler sur la carte des formations. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec les 3 recteurs d'académie, avec la DRAF, avec la DIRM, la Direction interrégionale de la mer, puisqu'on a des lycées maritimes, essayer de travailler une carte de formation qui permette d'amener de l'enseignement supérieur au plus près des territoires. L'ascenseur social. Il y a beaucoup de populations qui n'enverront pas leurs enfants à Bordeaux, à Poitiers, à Limoges, à La Rochelle, dans nos universités. Mais qui, en revanche, s'il y a un BTS sur place, peut-être
cela amorcera un parcours d'enseignement supérieur pour des jeunes filles ou des garçons qui ont du talent, mais qui n'ont pas cette ambition. Voilà. Alors, évaluation. Je discutais avant de rentrer ici avec certains de vos collègues ici. Ouais. Nous avons un dispositif qui s'appelle, bâti avec Sciences Po Bordeaux, « Je le peux parce que je le veux ». C'est un dispositif qui permet de donner à des jeunes, des lycées éloignés, qui n'ont pas du tout l'idée d'aller vers l'enseignement supérieur, et encore moins d'aller vers Sciences Po, qui est une formation réputée élitiste, réputée difficile. On met un système de mentorat, on met un système d'aide, d'accompagnement, on mobilise les enseignants, et on a une 50aine de lycées sur le territoire. C'est à partir de quelle classe, ça ? C'est au lycée, c'est en première terminale. Première des lycées, ok, ça marche. Et du coup, ces jeunes-là sont reçus à Sciences Po, ils passent le concours normal, hein. On ne leur fait pas... pas de cadeau. Pas de cadeau, ils passent le concours, c'est républicain. Et les évaluations, lorsqu'ils sont en Sciences Po, montrent que leurs résultats sont plutôt meilleurs que ceux qui rentrent sans cette aide, sans cet accompagnement. Qu'est-ce que ça prouve ? Ça prouve que sans politique, on laisse des talents en friche sur le territoire. Et que la question de l'ascenseur social, elle est vraiment cruciale. On a un intérêt à l'ascenseur social. Ce n'est pas une considération, un regard un peu... semi-méprisant sur des populations, il faut bien les aider, sinon condescendant. Voilà. Non, on a un intérêt à le faire. On mobilise des talents qu'on ne mobiliserait pas sans ces politiques. Et après, il faut réussir à les garder sur le territoire. Ça, c'est encore une autre question. Il faut les garder sur le territoire, mais bon, on fait profiter... Ils finiront par revenir. Et avant même la question de l'orientation, quelles actions est-ce que vous menez pour lutter contre le décrochage scolaire, et notamment dans ces régions ? J'ai évoqué ce dispositif, je le peux parce que je le veux, c'est un magnifique dispositif qu'Alain Rousset avait créé lui-même en 2005. Mais ça concerne déjà les bons élèves. Ce sont des bons élèves qui, sans ce dispositif, seraient restés des élèves, voilà. Et là, ils sont dans un système d'élite. Certains seront énarques, d'autres iront ailleurs. Et en même temps, ils donnent envie à des amis qui ne choisiront pas Sciences Po de dire, mais moi aussi, je suis peut-être capable d'aller vers une école d'ingénieur. Vous débloquez la situation. C'est essentiel. Et c'est essentiel Et si vous voulez maintenir les populations des classes supérieures les plus favorisées sur un territoire, il faut leur assurer, faut assurer à leurs enfants sur le territoire la possibilité de réussir leurs études dans leur lycée. Mais on a plein d'autres actions. Nous avons mis en place, il y a quelques années, toujours avec Alain Rousset, qui est très attentif à ces questions d'éducation. Voilà, il faut... C'est pour ça que je me suis très très bien entendu avec lui. Lui, l'auteur de l'impulsion. Oui. Voilà. Nous avons mis en place un dispositif d'aide aux devoirs le soir, gratuit, qui avait été perçu au Québec. Au Québec, on avait observé qu'une politique d'accompagnement le soir permettait à des jeunes de ne pas sombrer dans le décrochage, etc. La persévérance à la québécoise. La persévérance. Ils ne disent pas décrochage, ils disent persévérance. D'ailleurs, ça en dit long. Mais oui, parce que tout est dans la sémantique, tout de suite. Tout est dans la sémantique. Négatif, le décrochage. Décrochage, bon. Persévérance, ça vient déjà plus avec résilience. Vous avez une résilience et confiance dans la personne. On a mis en place un système semblable de devoir le soir, ça fonctionne. Là. Avec quel impact, quelle réussite Encore une fois, toujours dur à mesurer. C'est très difficile à mesurer, mais en tout cas... Tous les lycées en bénéficient ? Tous les lycées peuvent en bénéficier, il suffit de décrocher son téléphone, et on a au bout du fil un jeune en Master 2, sélectionné avec l'Université de Bordeaux, notamment, ou d'autres universités, pour leurs compétences et leur capacité à parler à des jeunes, et on soumet son problème en physique, en maths, en anglais, en français, en philosophie, et on a quelqu'un pour nous aider. Et moi, je suis un ancien éducateur.
Et je sais très bien que la grande solitude du devoir le soir, c'est le moment du découragement. Quand ça se produit un soir, 2 soirs, 3 soirs, qu'on n'a pas papa, maman à côté pour vous aider, et que surtout on n'a pas de cours particulier à côté, alors là, ça peut devenir ennuyeux. D'ailleurs, ce dispositif, nous avons proposé au recteur de Mayotte d'en faire profiter l'île pour aider, apporter notre soutien face aux difficultés. Jean-Louis Nambrini, il est compliqué à mettre en place ce dispositif. Il requiert quoi? Essentiellement des moyens, du personnel enseignant? Non, même pas du coup. Non. Enfin, il n'est pas compliqué. Vous savez ce qui est le plus compliqué? C'est de persuader l'institution scolaire que la région peut avoir une action pédagogique. Nous n'avons pas les compétences. On va les chercher à l'université. Des jeunes en Master 2. D'ailleurs, par parenthèse, dans des disciplines qui souvent, par exemple en mathématiques, qui parfois ne font pas le plein au moment des concours. Peut-être que notre dispositif il donne envie à certains jeunes de dire tiens, mais au fond, finalement, faire professeur, c'est pas si mal que ça. Et du coup, ça peut aussi avoir l'intérêt de débloquer certains talents en faveur de l'éducation nationale. Mais alors, c'est pas difficile, mais il faut briser ce mur culturel. La région bâtit, l'école éduque. Ben, c'est plus compliqué que ça aujourd'hui. Et les politiques territoriales, elles sont marquées aussi par la volonté de faire réussir les jeunes. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous nous investissons sur l'orientation, sur la lutte contre le décrochage, comme je viens de le dire. On va justement parler d'orientation juste après la loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. On y va. Et aujourd'hui, Alix, tu nous parles d'un programme en Nouvelle-Aquitaine qui accompagne les mères isolées dans leur retour à l'emploi. Oui, le projet s'appelle FEM pour Femmes, Emploi et Métiers. C'est pour moi. L'objectif est de permettre à ces femmes de se réinsérer professionnellement tout en conciliant leur vie personnelle, notamment la gestion de la garde des enfants en bas âge. Ce programme a vu le jour en 2020 à Bordeaux Métropole et se déploie désormais en Sud-Gironde, un territoire particulièrement concerné par ces enjeux où plus de 40% des femmes n'ont pas de solution de garde. Les mères peuvent bénéficier d'un accompagnement personnalisé constitué de sessions de découverte de métiers et d'un suivi de la part d'experts RH sans avoir à se soucier de la garde de leurs enfants. Le programme offre également un accompagnement global qui permet de construire un projet professionnel en adéquation avec leurs aspirations et leurs contraintes familiales, bien sûr. Ce dispositif s'inscrit dans un contexte de précarité des femmes, en particulier celles issues des quartiers prioritaires. On écoute Ingrid Bergman, directrice de WeJob à l'initiative du projet. En France, il n'est pas facile de se reconvertir ou chercher un emploi en ayant des enfants à garder. Avec WeJob, nous avons cherché une solution et nous avons déployé le programme Femmes en Sud-Gironde après une réussite de 3 ans sur Bordeaux Métropole. Il s'agit d'un programme qui regroupe une dizaine de femmes en collectif et en individuel. Elles peuvent, en même temps qu'elles sont accompagnées, laisser leurs enfants en bas âge et non scolarisés pour qu'ils soient gardés par notre partenaire de crèche, Brin d'éveil. En parallèle, elles peuvent aussi suivre des ateliers sur la parentalité avec le CIDFF et d'autres partenaires. Avec cela, les résultats sont visibles rapidement. À la fois, elles peuvent se concentrer sans charge mentale sur leur projet professionnel et leur recherche d'emploi, mais également les enfants qu'elles s'autorisent à faire garder ou qu'elles peuvent faire garder vont pouvoir s'éveiller au contact des autres enfants, au contact des autres adultes avec qui ils échangent. Monsieur Nambrini, l'égalité des chances, ça passe aussi par le soutien des mères isolées ? Oui, bien sûr. Là, vraiment, quand on a suivi l'épisode des Gilets jaunes, les mères isolées, soucieuses de l'éducation de leurs enfants, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Et ça nous a confortés dans nos choix politiques pour accompagner ces personnes. Une maman isolée, comme celle qui vient de s'exprimer, enfin, je ne sais pas si elle est elle-même maman isolée, en tout cas. Du projet. Voilà, elle est à l'initiative du projet. Je crois qu'elle peut bénéficier de ces dispositifs, de l'aide aux devoirs en particulier. Vous voyez, je crois que c'est une préoccupation qui nous retient beaucoup. En termes d'orientation, quelle est la dimension
De l'Olympiade des métiers, et dans quelle mesure c'est un temps fort de votre année? C'est formidable. Les Olympiades des métiers, qu'est-ce que c'est? C'est rassembler dans un lieu, si vous connaissez le grand hall d'exposition de Bordeaux, des centaines de mètres, imaginez là tous les métiers de la région, manuel, de bouche, la maçonnerie, l'ébénisterie, etc., des jeunes en train d'exercer leur métier, pendant que d'autres jeunes des collèges viennent visiter, parler d'orientation. Vous pouvez faire des discours, vous pouvez donner des brochures, mais voir un jeune qui s'épanouit en train d'exercer son métier, d'exercer ses talents. Il le garde dans la tête, et pas forcément la brochure dans le sac, quoi. Eh non. Alors la brochure, elle sera utile. Bien sûr. Mais surtout, elle viendra accompagner le rêve qu'on a su créer. Et pour attirer des jeunes vers des... Vous savez, on dit toujours les jeunes sont motivés par le sens, mais c'est vrai. Lorsqu'on voit un jeune exercer son métier, c'est le sens de son geste qui apparaît. À quoi ça va servir? Quelle est la dimension sociale? Comment on s'y épanouit? Et donc ces Olympiades... Est-ce qu'il y a du boulot? Oui. Non, mais il y a du boulot. Accessoirement. Mais le boulot, il y en a. C'est ça le problème. Je sais qu'ils sont très préoccupés par... Cette génération est très préoccupée effectivement par leur avenir, oui. et les débouchés. Et donc c'est vrai que de voir quelqu'un travailler le bois, ça va être magnifique, mais de se dire, est-ce que je vais avoir du travail? Mais il y a du travail. Là, sincèrement, dans tous ces métiers, il y a beaucoup de travail. Il y a du travail. Vous ne pouvez pas... Je citais la Creuse et Feltin, les maçons de la Creuse. On a là un organisme qui est présidé par un maçon lui-même, qui a une entreprise. Il ne cesse de m'appeler en me disant, mais comment fait-on? On n'arrive pas à embaucher. Par parenthèse, il faut donner des cours de français à des jeunes immigrants pour qu'ils puissent exercer leur métier. Ce sont les chefs d'entreprise qui nous disent qu'il faut accompagner cette population. Donc ce regard sur l'immigration, en le regardant du côté des entreprises, peut-être qu'on peut changer son propre regard. J'étais dans ce lycée avec la rectrice la nouvelle rectrice de l'académie, et nous étions totalement subjugués par cette volonté et des entreprises de former des compagnons, comme ils disent, et en même temps pour ces compagnons d'aller dans le sens du métier auquel ils se destinent. Vous avez le sens que l'apprentissage, on commence enfin à changer j'arrive pas à parler en français, de perception, de vision sur l'apprentissage qui, pendant très longtemps, a été un petit peu dénigré. Il était dénigré, oui et non. L'apprentissage vous savez, pour être boulanger, il faut un CAP. Hein. Je veux dire, l'apprentissage, c'est absolument indispensable. C'est un mot magnifique, apprentissage. Quel métier on peut exercer sans apprentissage? Donc voilà. Alors là, il a été relancé, mais plutôt dans l'enseignement supérieur. Il reste à développer encore dans le domaine des métiers qui font l'objet des Olympiades. D'ailleurs, la formation en lycée professionnel également. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'exclusive. Hein, je pense que soit l'apprentissage, soit la formation en lycée professionnel, ce sont des modalités d'accès au savoir professionnel. Et du côté des entreprises et de la région, on comprend le besoin, mais comment est-ce qu'on donne à ces jeunes l'envie de se mobiliser, de contribuer à l'essor de leur région? Eh bien, vous voyez, les Olympiades, c'est ça. Les Olympiades, c'est ça. Vous les sensibilisez au sujet des besoins de la région? Et bien sûr, mais on leur montre, c'était votre question, on leur montre qu'il y a du travail, on leur montre... on a mis en place un dispositif d'ambassadeurs métiers. On a 1500 personnes dans ce potentiel d'ambassadeurs métiers. Il s'agit pas forcément des jeunes, hein, des personnes qui sont bien dans leur métier, qui vont, à la demande des collèges, parler de leur métier. Parler de leur travail, mais pas pour dire il faut s'embaucher, les entreprises en ont besoin. Non, dire voilà, moi je m'y épanouis. J'ai trouvé du travail, j'en vis, j'ai un bon salaire, parce que c'est souvent le cas. Hein, salaires sont plutôt satisfaisants chaque fois qu'on a
des pénuries de main-d'œuvre, il faut bien le reconnaître. Bon, voilà. Et ces ambassadeurs métiers viennent parler du sens, viennent dire, mais voilà, dans ce secteur, dans cette région, on a des besoins en matière de rénovation, on a des besoins en matière d'industrie alimentaire, etc. Tout ceci doit être fait par l'exemple. Les jeunes eux-mêmes, c'est les Olympiades, les ambassadeurs métiers, des gens qui sont en fonction. Voilà, on crée ainsi un tissu social autour du métier, autour du sens. Quelle place pour le numérique en Nouvelle-Aquitaine? On rappelle qu'effectivement, vous êtes en charge de 296 lycées. Et dedans, il y a les lycées agricoles, bien sûr, et maritimes. Quelle place pour le numérique, effectivement, dans le numérique dans ces établissements. Oui, non, mais le numérique est évidemment au cœur de nos réflexions. D'abord, tous nos lycées sont aujourd'hui parfaitement équipés. Au moment de la crise de la Covid, grâce aux investissements numériques, notamment aux ENT, près d'ordinateurs, etc., on a pu assurer une continuité pédagogique. Donc là, ça a été le révélateur de l'efficacité de l'investissement dans le numérique. Mais c'est une réflexion permanente qu'il faut avoir. Vous voyez, par exemple, nous avons un dispositif de gratuité de manuels scolaires que nous avons mis en place. Papier. Nous avons fait ce choix. Au moment de la Covid, il a été utile, mais il fallait aussi pourvoir aux besoins de connaissances par le numérique. Donc, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec l'évolution... En géographie, un manuel, ça vieillit extrêmement vite. En économie, ça vieillit très vite. D'ailleurs, en sciences également. Est-ce qu'aujourd'hui, le manuel papier peut entièrement pourvoir aux besoins ? Donc, ce sont des sujets extrêmement difficiles. Ils ne portent pas simplement que sur la question des investissements et du choix. Il faut derrière un accompagnement massif à la formation des personnels. Massif. Parce que le numérique change complètement, à mon sens, le geste pédagogique. Il faut être capable de spontanéité pédagogique face à une classe. On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'un jeune sorte son téléphone pour vérifier telle ou telle connaissance. Il faut bâtir des modalités pédagogiques différentes. Donc le numérique, il y a une dimension équipement, mais il y a une dimension pédagogique parallèle qui doit être prise en compte et qui nécessite, je crois, un travail plus fusionnel, si je puis dire, entre l'autorité académique, entre l'éducation nationale et le conseil régional. Nous le faisons bien en Nouvelle-Aquitaine. Ça se fait en bonne intelligence chez vous, j'imagine. les trois rectrices sont des amis. On travaille très, très bien ensemble. On se dispute bien également. On se dit les choses. On se dit les choses et c'est toujours très, très, très agréable. Et avec la DRAF, qui est une dame également, la directrice régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, et le DIRM, c'est un garçon, tout se passe bien. Je disais les trois rectrices, non, le recteur de Poitiers vient de changer, et qu'il me pardonne s'il m'entend. Et voilà, j'étais tellement habitué à avoir trois femmes que j'oubliais que cela avait changé à Poitiers. Merci beaucoup Jean-Louis Lambrini. Avec grand plaisir. C'était un plaisir de vous avoir. Merci pour votre témoignage. Et encore bravo pour vos projets. On ne manquera pas de suivre étape par étape, effectivement, tous vos actions éducatives. Jean-Louis Lambrini, vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge de l'éducation, de l'orientation et de la jeunesse. Un grand merci à vous. Merci à vous. Alix, on se retrouve demain. À demain. Ciao, ciao.